Bonjour à tous. Merci pour votre participation aujourd'hui à ce webinaire autour des tendances digitales et social media pour l'année 2019. On a eu plus de 300 inscrits à ce webinaire, donc ça prouve qu'il y a une vraie attente au sujet des tendances de l'année prochaine. On espère pouvoir vous apporter quelques réponses. En attendant les derniers retardataires, on va vous présenter rapidement notre agence. Donc, on est l'agence Lewis. On est présent un petit peu partout dans le monde avec 550 collaborateurs et on propose à nos clients des stratégies de communication intégrées, PR, digital et marketing. Donc, je suis Lauriane Durand, la responsable du pôle digital chez Lewis en France. Je vous présenterai ce webinaire avec mon équipe. Enchantée, Marion, spécialisée dans les réseaux sociaux, contenu et la création. Bonjour à tous, Fleur Guérin, du coup, spécialiste SEO, SIA et Analytics. Donc, pour ce webinaire, nous avons sélectionné 7 grandes tendances qui vont devoir être appliquées l'année prochaine dans vos stratégies de communication. La façon dont on vous propose de procéder, c'est dans un premier temps vous présenter des chiffres sortis d'études sur le marché qui prouvent que cette tendance est en train d'arriver et va très certainement se poursuivre l'année prochaine. Et à partir de cette tendance-là, on vous présentera des actions de communication à mener pour être en accord avec cette tendance. La première tendance que je vais vous présenter, c'est qu'on a intitulé le bouche à oreille 3.0. Donc, cette tendance est en train d'émerger pour les raisons suivantes. Premièrement, il y a 30% des internautes qui utilisent le adblock en 2018. Donc, ce que ça signifie, c'est que concrètement, quand vous faites de la publicité sur Internet, vous vous coupez d'ores et déjà de 30% de votre audience. Donc, il faut trouver des leviers différents pour arriver à intéresser, attirer de nouveaux publics et élargir votre audience. De plus, 86% des consommateurs pensent que l'authenticité est un marqueur important dans le choix d'une marque. Donc, c'est une vraie tendance de consommation, c'est une vraie attente des consommateurs. Si on s'intéresse un petit peu à la propension d'achat et de ce qui va vous permettre de faire acheter vos produits, la propension d'achat est 5 fois plus supérieure lorsqu'un produit est recommandé par une connaissance sur les réseaux sociaux. Et quand on s'intéresse aux influenceurs, les micro-influenceurs génèrent 7 fois plus d'engagement que la moyenne des réactions obtenues par les moyens et méga-influenceurs. Donc, ça veut dire que plus vous aurez une audience qui va être affinitaire et proche de vos consommateurs, au plus vous allez réussir à les toucher et à les convertir en consommateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on pense que le canal à favoriser l'année prochaine, c'est les micro-influenceurs. Les micro-influenceurs, ce sont des influenceurs qui vont avoir entre 10 et 100 000 followers sur leurs réseaux sociaux. Les raisons de faire appel à ces influenceurs sont relativement simples. Ils ont des taux d'engagement qui sont beaucoup plus élevés que leurs homologues méga-influenceurs. Donc, on l'a vu en introduction, 7 fois plus d'engagement sur leur poste. Ils sont aussi considérés comme plus authentiques parce que ils vont être plus proches de leurs followers, ils vont plus interagir avec leur communauté et vraiment être une source d'information considérée comme fiable. En plus, en général, puisqu'ils sont plus petits, la compensation pour une action avec ces influenceurs est souvent peu ou pas rémunérée, donc leur avis est considéré encore une fois beaucoup plus fiable puisque vous ne les rémunérez pas pour poster un avis. Ils offrent du coup des leads qui vont être considérés comme de meilleure qualité. Mais il y a toujours des freins à faire appel aux micro-influenceurs puisqu'il est considéré comme relativement difficile de les choisir, de les repérer et de quantifier les actions qu'on peut faire avec des micro-influenceurs. On a entendu parler cette année des fake followers, donc c'est vrai que
certains annonceurs vont avoir tendance à être un petit peu réticents sur ces activités-là. Donc, les méthodes pour lever ces freins, il y en a deux. Premièrement, il faut privilégier la qualité, je reprends. Privilégier la qualité à la quantité en segmentant votre audience pour être bien sûr que l'audience que vous cherchez à cibler est l'audience de cet influenceur-là et se dire que c'est pas en touchant une audience beaucoup plus large que vous allez avoir beaucoup plus de ROI. Au final, c'est le contraire. Et ensuite, il faut avoir de bons outils et de bons partenaires pour être capable de cibler les bons influenceurs et ensuite de mesurer les performances des campagnes puisque c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire votre choix. Voici l'exemple d'une campagne qu'on a menée récemment pour notre client iSense, qui est un des leaders de l'électronique dans le monde. C'est le 4e plus gros constructeur d'électronique. Donc, pour lancer leur nouveau téléphone, le H12, nous leur avons proposé de faire appel à un micro-influenceur qui avait 30 000 followers sur Instagram. Donc, les raisons pour lesquelles on a fait appel à elle, c'est parce qu'on voulait donner une orientation plutôt lifestyle à ce lancement de produits. Et le ROI de cette campagne qui n'était pas rémunéré est clairement visible, puisqu'on a réussi à générer 163 000 impressions de ces posts et ainsi vraiment avoir une vraie notoriété pour cette marque et pour ce produit et générer 1200 clics vers le site web. Donc, un retour sur investissement tout à fait quantifiable pour cette action. Deuxième application de cette tendance des interactions et du bouche à oreille l'année prochaine, c'est l'UGC, donc le User Generated Content, qui est 50% plus convaincant que les médias traditionnels. Donc, l'UGC a déjà été utilisé, mais on pense qu'il va prendre une importance encore plus forte l'année prochaine. En impliquant les consommateurs dès la phase de conception des produits. C'est une vraie tendance au niveau des consommateurs. Ils veulent être impliqués dans vos produits, ils veulent pouvoir donner leur avis et vous influencer dans vos choix de conception de votre offre. Donc, en les impliquant, vous arriverez à générer des engagements de meilleure qualité et à vraiment avoir une communauté qui sera soudée autour de votre marque. Ensuite, l'UGC, donc, à la phase de conception, mais aussi dans des campagnes publicitaires. Jusqu'à présent, l'UGC se concentrait plutôt au niveau du digital, mais on va avoir des outils, des objets de publicité tels que ceux qu'on vous montre sur la slide, un display qui est produit par une société française, Edis Technologies, qui permet d'interagir vraiment avec cet outil publicitaire en envoyant directement vos posts qui seront publiés sur le panneau publicitaire. Donc, on va avoir des campagnes de plus en plus immersives et un échange entre la réalité, vous, en tant que consommateur, vos consommateurs et vos dispositifs publicitaires, avec aussi la VR et tous ces outils de virtualisation de la vie réelle. Deuxième tendance qu'on va évoquer, la transparence. La transparence dans l'écosystème de communication, mais aussi la transparence avec vos consommateurs. Puisque 82% des consommateurs français pensent qu'il est extrêmement important que les entreprises protègent la confidentialité de leurs informations personnelles. C'est bien sûr allié avec le règlement sur la protection des données, donc le RGPD qui est entré en vigueur en mai. Donc, c'est une vraie attente de la part des consommateurs. Une deuxième attente, c'est d'être plus responsable et transparent pour les marques. Donc, il faut vraiment être en totale transparence avec ses consommateurs. C'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. D'un point de vue de notre écosystème de la communication, le marché publicitaire du digital en France a connu un essor infini en 2018, plus 15,5%, et le programmatique en particulier. Le programmatique, aujourd'hui, c'est 2/3 du display digital. Donc, ça devrait se poursuivre dans les années à venir. Mais on a un réel problème de transparence dans l'écosystème avec le programmatique, puisque il y a de nombreux intermédiaires qui entrent en jeu dans le programmatique
des ad exchange, des trading desks. Et du coup, cet écosystème peut être considéré comme flou. Un moyen pour contourner et pour répondre à cette crise de confiance dans le programmatique, c'est le blockchain advertising. Donc, la blockchain, c'est une technologie qui peut être appliquée dans de nombreux domaines, une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organe central de contrôle. Donc, cette blockchain, elle devrait permettre, il y a déjà une trentaine de projets de blockchain dans le milieu de l'advertising qui ont été lancés et on pense que l'année prochaine, ils vont vraiment percer et qu'on va vraiment pouvoir s'en servir. Ça aura 3 effets bénéfiques sur notre écosystème. Premièrement, désintermédier les échanges, donc moins d'intermédiaires différents entre l'annonceur et le média, pour une meilleure traçabilité des transactions grâce à la tokenisation, donc qui permet de stocker des informations qui vont être infalsifiables dans la blockchain. Donc, vraiment, les annonceurs pourront avoir une visibilité claire sur là où sont dépensés leurs investissements publicitaires. Donc, une vraie transparence des données sur l'intégralité de l'écosystème. Ensuite, donc d'un point de vue de la communication auprès de vos consommateurs, donc on le disait en introduction, ils souhaitent que les marques soient plus transparentes et responsables et qu'ils le prouvent. Aujourd'hui, 64% des consommateurs sont attirés par une marque sur un ensemble de valeurs. Donc ça s'exprime de 2 façons. Premièrement, les marques vont devoir s'engager. Si il y a quelques années, on vous conseillait d'être relativement neutre dans votre communication, aujourd'hui, c'est totalement faux. Les consommateurs sont vraiment en attente d'un engagement véridique, quitte à parfois se couper d'une partie de son audience. Mais c'est pas grave parce que du coup, l'audience qui va rester, et elle sera tout de même très large, va vraiment être engagé avec vous et va vous soutenir pour les valeurs que vous revendiquez. C'est l'exemple, par exemple, très récent de Ben & Jerry qui a lancé une glace spécialement pour les midterms aux États-Unis puisqu'il s'engage contre Donald Trump et il voulait encourager au vote et à résister tout simplement, comme le packaging le montre, avec de nombreuses communications sur les réseaux sociaux. D'un point de vue RSE, responsabilité sociétale et transparence sur les produits, on a ici l'exemple de Chipotle qui a lancé un compte Instagram sur la traçabilité de ses produits et pour vraiment être tout à fait transparent sur les produits qui sont utilisés. Donc, il y a un vrai besoin, enfin, ça va dans la tendance du healthy, manger bien, bien-être. Il y a vraiment besoin de prouver que les produits qui sont utilisés, mais c'est pas forcément vrai uniquement dans l'univers du food. Il y a vraiment besoin de s'engager en RSE auprès des consommateurs et de prouver que vous êtes engagé. Alors, la troisième tendance dont on voulait vous parler, c'est le mobile first. Très importante depuis le début de l'année, mais à mon avis, enfin, pas seulement à mon avis d'ailleurs, ça va continuer à s'amplifier. On le voit très simplement avec les chiffres que je voulais vous présenter. Aujourd'hui, 48% des recherches faites sur Internet sont faites sur un smartphone. Sachant que 90% des internautes prennent une décision suite à une recherche faite sur leur smartphone, on voit vraiment l'importance et la place du mobile dans nos habitudes aujourd'hui. On voit notamment également au niveau de la lecture des mails que 61% des mails sont lus sur smartphone. Donc, si votre site web n'est pas adapté et ne répond pas bien aux attentes de l'utilisateur, votre mail passe à la trappe. On met ça un petit peu en parallèle avec l'importance du desktop qui reste quand même présente, puisqu'aujourd'hui, 95% des clients utilisent leur smartphone et l'ordinateur pour acheter. Donc, l'ordinateur n'est pas mort, mais c'est parce que selon notre opinion, le mobile n'est pas assez utilisé et optimisé. Alors, cette tendance, elle implique des changements, notamment au niveau du web design et du développement de vos sites web, puisqu'on va tout reprendre à l'envers. Aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, on commençait par développer un site sur ordinateur pour ensuite l'adapter sur mobile. Il faut faire tout l'inverse aujourd'hui pour vraiment suivre la tendance du mobile first et répondre aux attentes de nos clients. Donc, on va partir du mobile et vraiment développer des sites web simples, compacts,
On oublie le superflu, on leur offre une expérience d'utilisateur beaucoup plus simple, on leur apporte l'information directement et on fait également très attention au temps de chargement. Pourquoi ? Tout simplement parce que 50% des utilisateurs qui sont sur une page qui met plus de 3 secondes à charger quittent cette page. Donc, si vous voulez qu'on reste sur votre site, attention au temps de chargement. Pour respecter ça, on va également optimiser le contenu pour le mobile. Alors comment ? Très simplement, on va rester dans les mêmes mots-clés qu'on a utilisés précédemment, la structure, l'organisation. Vos contenus doivent être organisés donc, à travers des balises simples, des mots-clés en gras, des encres, pour vraiment leur indiquer le chemin à suivre et les mener vers l'information qu'ils cherchent. Ça passe aussi par du maillage interne, puisqu'on va jouer sur une navigation simple, on va également fournir le contenu pour l'amener vers la destination qu'ils cherchent vraiment. Et ça passe aussi par l'image et le média. Hors de question de s'en priver, puisque ça va vraiment faire partie de la convivialité d'un site. Par contre, il faut vraiment les optimiser pour, comme je vous disais précédemment, réussir à avoir un temps de chargement le plus court possible. Voilà, alors vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire il y a 5 minutes, maintenant on oublie tout. En fait, dans 2 ans, la 5G est censée sortir et donc être compatible sur les nouveaux smartphones qui seront vendus et ça va changer pas mal de choses. Il faut savoir que la vitesse de connexion va être décuplée, donc on va vraiment pouvoir avoir de nouvelles opportunités, notamment sur le mobile. Je vous montre un petit exemple. Voilà, c'est un site qui s'est développé justement dans cette forme-là, beaucoup plus immersif, avec des médias très, très présents, une espèce de gamification. L'utilisateur va vraiment pouvoir devenir maître finalement de votre site web. Donc, fini la navigation, fini les menus un peu classiques. On est vraiment sur des formats nouveaux, beaucoup plus décadents. Donc, c'est finalement un peu le site web d'après-demain qui aura de nouvelles opportunités. Mais faites attention à ce que je viens de dire quand même précédemment, c'est important. On va poursuivre avec une 4e tendance et parler contenu de marque et notamment parler de vidéos et de podcasts. Alors, ces 2 outils de communication ont été vraiment en plein boom en 2018. On sait que ça va monter en puissance en 2019. À savoir que la vidéo est déjà assez omniprésente sur nos feeds, sur les réseaux sociaux. On a 80% des contenus sur le web en 2019 qui seront des vidéos. Au niveau des investissements publicitaires, c'est assez parlant aussi. On a 35% de ces dépenses en publicité en ligne qui sont au format vidéo déjà. Au niveau des habitudes sur les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, il y a 1/3 du temps passé en ligne par vos consommateurs qui sont dédiés à regarder des vidéos. On sait que ce chiffre va aussi monter en puissance très rapidement. Pour ceux que ça concerne, au niveau de la vulgarisation de contenu et de la façon dont on apporte l'information à ses consommateurs, on sait que la vidéo, c'est vraiment un très bon outil pour ça. 79% de vos consommateurs préfèrent découvrir votre produit en vidéo plutôt que de lire à son sujet. Et ensuite, pour faire un petit focus sur le podcast, donc c'est un vieil outil de com qui est vraiment tombé en désuétude et qui est remonté en puissance ces derniers temps. À l'heure actuelle, il y a plus de 4 millions de personnes qui écoutent des podcasts radio chaque mois. C'est vraiment énorme. Et on a aussi 81% des podcasts qui sont téléchargés et qui sont vraiment écoutés. Alors, pour faire un focus sur la vidéo et sur vos stratégies de communication pour l'année prochaine, vous avez dû le remarquer, même dans vos propres usages des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux s'apparentent de plus en plus à la télévision traditionnelle. On connaissait le brand content, on en a vraiment énormément parlé. Là, on va passer donc du contenu de marque aux marques de contenu, donc qui sont productrices de vidéos. La vidéo, c'est vraiment un très bon outil donc pour agrandir son audience. Ça permet d'obtenir vraiment beaucoup plus d'engagement sur ses publications et d'apporter des messages de façon pédagogique et ludique. À savoir nos petits tips, quand vous développerez vos vidéos, faites attention au format. Pour tout ce qui est Twitter, Facebook, on vous conseille le format carré, donc comme à droite, la vidéo qui passe. Et on vous conseille aussi de mettre des sous-titres parce qu'en fait, les gens qui scrolleront votre page ne le font pas forcément avec des écouteurs ou avec le son. Donc, pour accrocher leur regard et leur donner envie de regarder votre vidéo, on vous conseille d'intégrer des sous-titres.
Au niveau des contenus de vos vidéos, comme vous pouvez le voir à droite, il y a la vidéo qui est passée de Hiscox qu'on a faite à l'agence. Donc Hiscox qui est l'assureur des entrepreneurs et donc qui veut en fait partager ses valeurs d'innovation, d'entrepreneuriat en interviewant des entrepreneurs, en faisant leur portrait. Donc voilà, 64% des consommateurs sont attirés par votre marque, par votre ensemble de valeurs. Donc, n'hésitez surtout pas dans vos contenus vidéo à partager vos valeurs, à justement partager de l'émotion avec les gens qui vont les regarder. Là, sous les yeux, vous avez une vidéo qu'on a faite pour Chiesi, qui est un laboratoire pharmaceutique. Donc, c'était une vidéo à vocation corporate et donc qui s'appuyait sur les émotions pour mettre en exergue un produit respiratoire. Voilà, alors on va faire une petite parenthèse sur les live vidéo. On sait très bien que développer des contenus vidéo, ça demande des moyens, une connaissance technique qui n'est pas forcément accessible à tous en interne. Le live vidéo, c'est votre outil de prédilection pour faire de la vidéo, générer des interactions. Donc, à savoir que c'est assez énorme. Votre audience passera 3 fois plus de temps sur vos vidéos en ligne que sur tous les autres types de contenus que vous pouvez leur proposer et sera amené à commenter 10 fois plus. Si jamais vous avez des contenus qui peuvent être top pour les live vidéos, surtout n'hésitez pas. On vous a mis quelques idées de contenus que vous pouvez délivrer pendant vos lives. Donc des questions-réponses, des interviews. Si vous faites des workshops, vous pouvez les transmettre en live, voilà, ou vos événements aussi. Et enfin, pour parler podcast, les podcasts, c'est top. En fait, à l'heure actuelle, et vous-même aussi dans vos habitudes, ça doit vous arriver. Les vidéos, en fait, on regarde 30 secondes, 1 minute, on zappe assez facilement les contenus. Les podcasts, au contraire, c'est une opportunité géniale pour accrocher l'attention des gens qui vous écoutent sur un format qui est plus long. Donc, délivrer plus de contenu et avec plus de valeur ajoutée. Vous savez aussi qu'avec des podcasts, vous créez une intimité en fait avec votre site puisque vos podcasts seront écoutés dans les transports en commun, chez les personnes. Donc, vous avez quand même une bonne fidélisation, une intimité avec votre audience. Au niveau des interactions, on peut se dire oui, mais un podcast, effectivement, comme on ne pose pas des questions en live pendant l'enregistrement de l'émission, est-ce que c'est pas moins bien pour les interactions, pour l'engagement? En fait, si en fin d'émission, vous pouvez demander aux gens de vous envoyer les questions et y répondre à l'émission suivante. Donc, c'est pas mal aussi pour l'interaction. Et surtout, sur la diversification des contenus. Sur les podcasts, le but, c'est vraiment pas de faire la promotion de votre marque pendant 45 minutes, mais au contraire, d'apporter des contenus à caractère à valeur ajoutée qui sont diversifiés, donc sur des thématiques qui intéressent votre écosystème. Et surtout, vous pouvez faire intervenir des experts, des influenceurs et bénéficier de leur savoir et de leur visibilité. Dans nos tips pour vos futurs podcasts, on vous conseille, en fait, c'est un format qui n'est pas un format one-shot. On vous conseille vraiment pas de faire juste un seul podcast, mais de trouver un concept un peu créatif et de créer un rendez-vous régulier autour de ce podcast. Les sujets et contenus demandent vraiment beaucoup de préparation, donc n'hésitez pas à faire participer les gens qui travaillent avec vous en interne, vos prestataires, vos connaissances. Et après, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on en fait la promotion. Le podcast, c'est pas un contenu magique où en un claquement de doigts, on a une audience toute trouvée qui vient l'écouter. Ça demande aussi une viralisation. J'ai trouvé mon mot. Et donc, on vous conseille, nous, de savoir où l'héberger, donc sur iTunes, Spotify, d'avoir une solution pour que les gens puissent l'écouter sur iOS, Android, sur les autres types de smartphones. On vous conseille aussi de le relayer sur votre site, de le pousser sur les réseaux sociaux, de le repousser. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des pros si jamais vous avez besoin pour en faire la promotion. Alors, une 5e tendance, c'est les assistants vocaux et la recherche vocale. Donc, pour illustrer un peu cette tendance, il faut savoir que la recherche vocale fait déjà un peu partie de nos vies, puisque 42% des utilisateurs de Google utilisent au moins une fois par jour la recherche vocale. Et c'est amené à vraiment beaucoup se développer, puisqu'on pense que dans 2 ans, donc en 2020, la moitié des recherches se feront de façon vocale. Cette tendance est déjà très développée aux États-Unis, puisqu'il y a 25 000 skills qui sont sortis en janvier 2018. Donc, je vous expliquerai un peu plus ce que sont les skills dans 2-3 slides, mais c'est la preuve qu'il y a vraiment une opportunité de ce côté-là. Par contre,
il faut savoir que 57% des internautes trouvent encore que la recherche vocale n'est pas assez précise et manque d'optimisation. C'est pourquoi c'est à nous d'y répondre. Et il faut d'abord comprendre d'où vient, comment va se transformer la requête de l'utilisateur par rapport à cette nouvelle technologie. Donc, il faut savoir qu'on oublie tous les freins de taper, donc les fautes d'orthographe, le temps de taper les mots-clés qui s'enchaînent sans vraiment liaison. Là, l'utilisateur va vraiment pouvoir déclamer simplement sa question, ne pas hésiter à la rendre très, très précise. Donc, donc, d'où la tendance à la longue traîne, puisque vraiment la phrase va être complète et très, très axée sur sa demande. Les réponses donc à ces nouvelles requêtes, c'est de comprendre les questions de l'utilisateur et d'y répondre. D'où la FAQ qui va revenir en force, puisque finalement, à partir du moment où vous avez identifié les questions de l'utilisateur, il suffit d'y répondre. Dans vos contenus, c'est pareil, essayez de créer un vrai dialogue avec l'utilisateur et répondez tout simplement à ces questions avec une rédaction conversationnelle. Faites attention également aux demandes locales, surtout si vous pouvez vous positionner. En effet, ils vont être de plus en plus à poser des questions sur trouver un restaurant à Paris, une boulangerie à Lyon ou un magasin ouvert à 10h le dimanche. Donc, si vous pouvez vous positionner sur ce genre de requêtes très précises, n'hésitez pas à renseigner ces informations. Comment renseigner ces informations, me direz-vous? Alors, il y a une technique qui s'appelle le marquage sémantique, qui permet en fait d'incruster directement dans le code un petit marquage qui va permettre à Google de comprendre les informations que vous tentez de transmettre à votre cible. Donc, une fois que Google a compris de quoi vous parlez, que ce soit vos horaires, vos prix ou des précisions sur votre produit ou autre, il va pouvoir les pousser vers la cible et donc offrir des réponses beaucoup plus précises à l'utilisateur. Les applis vocales, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est les fameux skills dont je vous parlais aux États-Unis qui sont aujourd'hui disponibles sur Alexa, donc l'assistant vocal d'Amazon. Je vous ai mis un exemple que vous pourrez consulter tout à l'heure puisque Marmiton a déjà développé sa skills. Donc, en fait, il s'agit d'une appli qui est totalement vocale et qui va permettre de répondre à l'utilisateur quand celui-ci s'adresse à l'assistant vocal. Donc, je vous laisse consulter l'article. Mais c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour vous pour être directement dans le foyer de vos utilisateurs et répondre directement à leurs requêtes quand ils en ont besoin. Avant-dernière tendance, l'individualisation. Donc, l'individualisation de vos messages pour les consommateurs, parce que c'est une réelle attente qui se prouve par les chiffres, puisque 66% des consommateurs français sont davantage susceptibles d'acheter auprès d'entreprises qui personnalisent les expériences avec leurs clients. Donc, si c'est une tendance, a priori, les consommateurs n'ont pas l'impression d'être compris aujourd'hui par les marques, puisqu'ils sont seulement 22% à se sentir compris, alors que 81% des entreprises disent avoir une vision holistique de leurs consommateurs. Donc, il faut vraiment arriver à mieux connaître nos consommateurs, mais aussi leur montrer qu'on leur apporte des réponses qui sont vraiment appropriées à toutes les étapes de leur parcours de consommation et de leurs interactions avec une marque. Donc, quand on pense à l'individualisation et la personnalisation des messages, on pense forcément au chatbot. D'ici à 2020, 80% des entreprises devraient utiliser des chatbots. Donc, si vous n'avez pas commencé à développer vos propres chatbots, c'est peut-être le moment de commencer à le faire. Si on regarde sur Messenger uniquement, il y a 2 milliards de messages qui sont échangés entre des individus et des marques chaque mois. Donc, c'est un chiffre qui est absolument énorme, mais qui va très certainement continuer à se développer. D'un point de vue personnalisation, la personnalisation des publicités en ligne va encore se développer. Aujourd'hui, certaines plateformes type LinkedIn et Facebook vous permettent de paramétrer vos publicités pour vraiment répondre de manière affinitaire à vos consommateurs. On a ici l'exemple, par exemple, des Dynamic Ads sur LinkedIn qui vous permettent de personnaliser le message avec le prénom de la personne, l'entreprise, ses centres d'intérêt, pour que cette personne-là ait vraiment l'impression que vous vous adressez à elle et pas à une autre.
Et idem sur Facebook avec des possibilités de géolocalisation et de proposer des produits en fonction des centres d'intérêt cibles. Donc ça, il faut vraiment se dire que ça sera le média et le type de contenu publicitaire de demain et qu'il va falloir implémenter dans toutes vos stratégies. Quand on parle du social, il faut quand même savoir que il a fait plus 61,8% au premier semestre et que c'est 467 millions d'euros. Donc, c'est vraiment un canal à privilégier qu'il faut arriver à perfectionner. L'utilisation de l'IA, en ce sens, devrait vraiment vous permettre de proposer des messages personnalisés de manière instantanée. Et ça, ce sera un vrai développement l'année prochaine. Ensuite, on parlait tout à l'heure des robots. Aujourd'hui, les fonctionnalités offertes par les robots restent relativement limitées et parfois, on peut se dire que c'est un petit peu simple. Mais les nouvelles technologies, l'IA, le traitement automatique du langage naturel, l'automatisation et le machine learning devraient vraiment nous permettre de développer des robots qui vont comprendre les attentes des consommateurs, pas pour traiter directement ces attentes-là, mais vraiment les rediriger vers vos collaborateurs qui, eux, pourront se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et donner des réponses adaptées, pertinentes et au bon moment. Donc là, on a un exemple, par exemple, d'un robot qui vous met en relation en fonction du lieu où vous souhaitez habiter, où vous souhaitez acheter. Et on envisage que les chatbots pourraient remplacer les apps, puisqu'on parlait tout à l'heure de besoin de simplicité. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile de poser une question à un chatbot que d'aller chercher sur une app. Donc ça sera dans des développements dans les années à venir. On va finir avec la dernière tendance des super apps. Alors, une super app, c'est quoi? C'est une appli mobile qui permet aux utilisateurs de gérer toutes leurs tâches du quotidien sur la même app. Donc, ça contourne en fait tous les sites web et toutes les applications habituelles. Il faut savoir que KakaoTalk en Corée du Sud rassemblait, donc qui est une super app en Corée du Sud, rassemblait en 2017 42 millions d'utilisateurs, donc sur une population de 50 millions de personnes, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 84% de la population de la Corée du Sud qui utilisait cette super app. Pour la super app qui s'appelle Meituan, qui est chinoise, elle est rentrée en bourse il y a 2 mois et vaut à l'heure actuelle 45 milliards d'euros. Et enfin, la reine des super apps reste WeChat. C'est aussi une super app chinoise et elle compte près de 580 mini-programmes. Donc, un mini-programme, en gros, c'est juste une fonctionnalité, une application normale. Donc là, du coup, 580 dans seulement une seule super app. Et elle compte aussi 170 millions d'utilisateurs au quotidien. Il faut savoir que selon une étude récente, WeChat, c'est à l'heure actuelle la 3e application de messagerie la plus utilisée au monde, donc juste derrière WhatsApp et Messenger. Et KakaoTalk, qu'on a vu tout à l'heure, c'est la 10e et elle se place juste derrière Snapchat. Alors, avec WeChat, un petit exemple de ce qu'on peut faire. Donc, du matin au soir, vous pouvez faire en fait toutes les tâches quotidiennes que vous faites avec votre smartphone seulement avec WeChat. Bon, après, il y a des tâches qui sont un peu dingos, comme acheter une croisière en bateau ou parier aux courses de chevaux, mais c'est possible avec WeChat, tout comme commander votre taxi, donner à des œuvres caritatives, payer vos achats, etc. Alors, quel impact des super apps sur votre stratégie digitale? Alors, il faut savoir que si ces super apps qui sont en plein boom en ce moment en Asie arrivent chez nous, ça changerait énormément les business models des marques qui se mettraient donc à faire des partenariats avec ces super apps pour y proposer leurs services, donc leurs services qui seraient intégrés dans ces super apps. Les super apps en Europe, elles pourraient également contribuer à mettre à mal toutes nos applications traditionnelles, puisque ça, en fait, ça supprimerait les stores d'applications qu'on a à l'heure actuelle. Au niveau des investissements en publicité digitale, ça serait une évolution assez conséquente. Dans tous les cas, on aurait des nouvelles audiences et des ciblages très, très précis, puisque la super app nous suit vraiment du matin au soir. Donc, on a un certain nombre de données à traiter qui impliquent un ciblage sur vos publicités très, très pertinent. Et ensuite, ces super apps, elles viendraient quand même ubériser des secteurs comme la banque et la finance, puisqu'il y aurait certaines possibilités comme gérer ses comptes en ligne dedans. Donc, à savoir, ces super apps, elles ont beau être toutes puissantes en Asie. En fait, comme les GAFA en Europe et aux USA sont réfractaires à leur arrivée, pour l'instant, chez nous, on ne les a pas encore.
En fait, les GAFA préfèrent développer des nouvelles fonctionnalités en interne et sont vraiment très réfractaires à l'intégration d'applications dans leurs propres applications. Après, il se trouve qu'en ce moment même, on a par exemple Facebook qui développe de plus en plus de fonctionnalités, comme dernièrement le recrutement. Donc, on tend vers ce modèle de super app, mais on n'y est pas encore. Bon, merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Merci.